De Webcam Live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On parle de plus en plus d'écologie et évidemment c'est bien, je dirais même c'est tant mieux. Mais moi ce qui me surprend toujours, c'est de constater que des personnes qui se veulent écologiques dans l'âme, pourtant ne prennent pas vraiment soin de leur corps et encore moins de leurs relations. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais certains écolos sont seuls, n'ont pas de vie amoureuse vraiment et sont souvent un peu dans la haine de l'autre et surtout dans la haine du riche. Bref. En tout cas, c'est pour ça que j'ai eu envie d'évoquer l'écologie relationnelle qui peut-être nous aiderait en tant qu'être humain à mieux protéger notre nature et peut-être ensuite la nature. Parce que je crois vraiment que tout commence d'abord par rapport à soi. C'est à l'intérieur de soi. C'est parce qu'on a de l'amour pour soi. C'est parce qu'on est capable d'aimer. Ça, on en parle souvent ensemble, bien sûr. Et c'est pareil pour l'écologie. Donc avec Christophe Médici qui milite depuis fort longtemps pour une haute qualité relationnelle, eh bien nous allons créer ce nouveau concept ensemble, l'écologie relationnelle. Et je vous propose que nous en parlions justement avec vous. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire si vous êtes en bonne relation écologique avec vous-même, avec autrui, avec le monde, avec la nature, avec l'univers, avec Christophe Médici. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour à tous les auditeurs. Oui, alors c'est parti d'un dîner qu'on faisait ensemble, oui, comme absolument. Ça. Et moi, ça fait longtemps que ce terme écologie relationnelle me parle et m'intéresse. Et on est parti sur l'idée de créer un sommet de l'écologie relationnelle. Donc, et pourquoi pas, n'est-ce pas? Et pourquoi pas? Et donc tous les deux, nous allons organiser un atelier le samedi 1er juillet. Et ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'y participer, ce sera donc à Paris, le 1er juillet. Vous pourrez vous inscrire sur le site de Christophe Médici, Christophe Médici en un seul mot.com, et donc on vous aidera à vous accorder avec vous-même, avec l'autre. D'ailleurs, on a appelé ça Accordons-nous. Voilà. Mais, franchement, Brigitte, quand on voit l'actu, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit dans la vie sociale ou dans nos vies privées, on a quand même la sensation qu'on a plus en plus besoin d'écologie relationnelle dans notre époque. Qu'est-ce que c'est l'écologie relationnelle? Je crois qu'on en a toujours eu besoin. On en a toujours eu besoin, mais là, la période est vraiment... Oui, la vie un petit peu trépidante et également tout ce qui est de l'ordre des nouvelles technologies, ça nous éloigne un petit peu de notre propre nature. Bien sûr. On n'est pas, en tant qu'être humain, fait pour être tout le temps sur notre téléphone. On est de plus en plus en connexion, de moins en moins en communication, en réelle présence. Deuxièmement, évidemment, nos auditeurs et vous connaissez très bien l'idée d'avoir la main verte. Avoir la main verte, c'est s'occuper très bien de ses plantes, de s'occuper très bien de ses fleurs. Et on a une propension à voir que beaucoup d'humains, comme vous l'avez dit fort justement dans votre introduction, s'occupent mieux de cela que de leurs relations. Et pour faire preuve d'écologie relationnelle, il faut faire attention aux relations qu'on noue tout au long de sa vie, faire attention à l'autre, être dans le respect et tout ça. Et je me rappelle, paix à son âme, de David Servan-Schreiber qui disait que comme tout part de la communication, on est persuadé que ça ne s'enseigne pas. Et c'est ce qu'on va tenter de prouver au cours de cette émission. Et peut-être voilà pourquoi on a voulu aussi créer cette journée de formation, de séminaire d'une journée complète, pour dire aux gens, non, on a peut-être des clés à vous transmettre. Ça s'apprend, c'est pas inné. Autrement dit, on ne naît pas dans l'écologie relationnelle, on le devient. Alors on pourrait l'apprendre si on avait tous eu des parents qui sont des bons parents, mais malheureusement on sait à quel point d'abord beaucoup de parents sont eux-mêmes dans une mauvaise écologie relationnelle, donc forcément vont mal transmettre ça. Ensuite on a tous en tant qu'enfants des blessures parce que un enfant c'est un être d'émotion, et si on ne comprend pas nos émotions, eh bien on se ferme, on se ferme à l'autre, on se ferme. Un enfant par exemple qui est en colère et qui n'est pas accueilli dans sa colère, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller bouder dans sa chambre, et puis il aura peut-être adulte l'habitude de bouder plutôt que de comprendre pourquoi il est en colère. Et bien se rajouter à cela, Brigitte, le fait que le système scolaire n'a pas forcément placé l'accent là-dessus en termes de savoir fondamental. Mais c'est peut-être pas le rôle de l'école. Moi j'appelle ça un peu un savoir fondamental. Communiquer, on fait que ça. Donc, puis un mot fourre-tout. La communication, Brigitte, on met tout dedans. On met la com des pubards, la com du marketing, la com des messages de com. Donc c'est plutôt vu comme dépréciatif. On va pas parler de cette communication-là. Nous, on parle de la communication avec l'autre, avec soi-même. C'est pas la même.
Celle-là, c'est ça l'écologie relationnelle. Oui, mais pour pouvoir communiquer avec soi-même, il faut déjà être capable de savoir qui on est, de connaître ses vrais désirs, d'être apte à rester un peu seul, à s'écouter. Et je crois que beaucoup de personnes ont tellement peur de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, de ce vide abyssal, parce que c'est vrai que parfois on peut se faire peur, hein, qu'ils se remplissent de plein de choses qui sont finalement toxiques et non pas de qualité. Et c'est pour ça que je parlais du fait que quand on parle d'écologie relationnelle, on parle à la fois des relations qu'on va nouer tout au long de sa vie, ce qu'on appelle son environnement relationnel. Et finalement, on n'en noue pas du verbe nouer beaucoup, hein. Il a été étudié aux États-Unis que monsieur tout le monde aura noué à peu près 10 000 relations dans toute sa vie. J'insiste sur le fait qu'il faut faire la distinction entre contact et relation. Tout n'est pas relation. Une relation, c'est quelque chose qui se construit parce que c'est une histoire qu'on se raconte avec quelqu'un. Alors, toute relation commence par un contact, mais tout contact ne débouche pas sur une relation. Donc on n'aura pas... Il y a des gens, même, ils ont quasiment plus beaucoup de relations dans leur vie. Ils ne nouent plus tellement d'histoires. On est très étonnés, mais il y avait une étude de la Fondation de France il y a 5 ans qui disait qu'il y avait 5-6 millions de gens qui ne relationnaient plus avec grand monde dans leur vie. Heureusement qu'il y a la télé et la radio. Heureusement qu'ils peuvent écouter Sud Radio. Bien sûr, mais enfin en même temps, c'est pas être réellement en relation, c'est pas ça les relations. Du vide, mais c'est pas ça les relations. Alors l'écologie relationnelle, certainement, passe par un travail sur soi. Passe par un travail pour comprendre qu'est-ce qu'on envoie de toxique à l'autre, qu'est-ce qu'on reçoit de toxique. C'est pour ça que je dirais peut-être qu'il faut avoir des marqueurs. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'une relation est toxique? Comment on sait qu'on est dans l'écologie relationnelle ou qu'on n'y est pas? Ça, c'est intéressant. Oui, et alors, c'est quoi les marqueurs? Je pense que la première des choses à savoir, c'est savoir si on est confortable dans une relation. Partons de quelque chose de très simple. Si on est confortable dans sa relation amoureuse, c'est qu'on est confortable, on est cool et tranquille, libre dans son expressivité, on aime écouter l'autre, on aime le recevoir. Ça, c'est une clé. C'est très important. Parfois, on ne l'est pas. La deuxième chose, c'est de se sentir en tension. Parfois, on marche sur des œufs, on a peur de dire des choses à l'autre, on se sent un peu sous emprise, peu ou prou sous emprise. Là, on n'est pas dans l'écologie relationnelle. Et puis, vous l'avez dit fort justement en introduction, ça peut partir que par un amour de soi, une estime de soi qui se travaille. Et ça se travaille. J'adore la phrase d'Oscar Wilde qui disait « S'aimer soi-même, c'est la garantie d'être aimé toute sa vie ». C'est joli. Oui, c'est pas forcément vrai non plus, mais il suffit pas de s'aimer pour que tout le monde nous aime, hein, on est bien d'accord. On peut pas plaire à tout le monde. Hein, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, je crois que ce qui est important vraiment à comprendre, et c'est pour ça que je fais vraiment, je fais un peu le lien avec la nature pour que tout le monde comprenne bien. Si vous voulez un beau jardin, eh bien, il y a du travail. Il faut enlever les mauvaises herbes qui ont tendance à envahir plus que les bonnes herbes. Eh bien, c'est peut-être pareil avec l'humain. On a tendance à plutôt, parce qu'on est peut-être un petit peu fainéant, on est peut-être un petit peu lâche. On va laisser nos mauvais instincts prendre un peu plus vite le poids. Et alors, il y a une phrase qui est très jolie et que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui parce que je trouve qu'elle correspond bien à l'émission qu'on fait. On a tous en nous un loup et un agneau. Et c'est celui qu'on va nourrir le plus qui va prendre la place. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est aussi bête que ça. Ou le loup et l'agneau. Et ce que vous avez dit juste avant, Brigitte, nous rappelle quand même que cette magnifique phrase de Voltaire, il faut cultiver notre jardin. Qu'est-ce qu'il dit, Candide? Il dit ça. Et bien, qu'est-ce que c'est ce jardin? C'est celui que vous décriviez, ce jardin mental dans notre psychisme, c'est les belles fleurs, les belles plantes, ou alors toutes les mauvaises herbes. Et quand tu prends pas soin de ça, et ta tête, allez, on file la métaphore, elle est bourrée de mauvaises herbes. Elle est bourrée de... La tête, le corps. Hein, parce et que, le corps. Attention, et le corps. Et le ne corps. séparons pas la tête... Et c'est complètement relié. Et c'est complètement relié. Donc c'est ça, c'est l'idée de cultiver son jardin. J'aime mieux le mot esprit que tête, parce que la tête, on a tout de suite tendance à penser à un truc très intello. Alors notre esprit. Oui. Ouais, vous avez raison. Donc, non, mais ce qui est très bien dans ce qu'on dit dès le début de l'émission, c'est certainement qu'on aura pas mal de clés à transmettre. On a préparé et il nous reste un bon bout de temps. Peut-être qu'on va leur donner envie de venir avec nous travailler toute une journée le samedi 1er juillet sur Paris. Mais l'idée, elle est que c'est un travail, c'est un effort. Et ça, j'y crois. Franchement, à un moment donné, il faut comprendre mais un effort dans le plaisir, un effort dans la joie. C'est pas un effort, c'est pas la personne qu'il faut 80 sur elle parce qu'elle dit ça fait mal à la tête, je préfère regarder toutes mes séries Netflix tous les samedis. Non. Oui, mais se découvrir soi-même, c'est parfois un petit peu difficile parce que on voit pas forcément tout de suite ce qu'il y a de mieux en nous. On peut voir des choses qui sont pas terribles, mais si on ne les voit pas et si on ne les accepte pas, on ne peut pas les améliorer. On est bien d'accord. C'est bien tout le travail que ça demande. Eh bien, c'est Karen qui va nous rejoindre dans un instant et qui va nous dire si elle est en bonne relation
relation avec elle et avec les autres, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christophe Médici, nous vous aidons, enfin on essaye aujourd'hui de vous aider à être en meilleure relation avec vous-même et avec les autres. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Karen. Je suis contente de participer à cette émission parce que effectivement, quand il s'agit de parler de l'écologie relationnelle qu'on peut avoir avec soi et les autres, c'est tout un roman, si j'ose dire. C'est l'histoire d'une vie. En tout cas, en ce qui me concerne, j'essaye, je travaille beaucoup pour être le plus en harmonie possible avec moi-même, pour aller dans le sens qui me convient dans la vie. Bravo. Mais c'est pas du tout facile. Non, mais vous avez dit que c'était le travail d'une vie, je suis assez d'accord. Voilà, c'est le travail d'une vie et moi, pour parler de mon expérience, on va dire j'ai ouvert les yeux, j'ai 53 ans aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux il y a très peu de temps en réalité, il y a à partir de 45 ans. Voilà, à partir de 45 ans. Avant, j'ai eu le sentiment d'être dans une vie comme dans un tourbillon, comme si j'avais été propulsée dans la vie, dans le, comment dirais-je, dans la rapidité qui est exigeante aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Et en plus, ayant eu des parents qui n'étaient pas forcément à l'écoute d'eux-mêmes, j'ai pas eu forcément des exemples. Bien sûr. Mais Karen, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont, en effet, toute leur première partie de vie, puisque 45 ans, on est au sommet de son existence, on est au milieu de son existence, disons, qui vont dans leur première partie de vie, en effet, fonder une famille, trouver un boulot, essayer de réussir dans leur métier, et puis, en effet, aux alentours entre 40 et 50 ans en général, hein, c'est marrant d'ailleurs, parce que sur du le milieu plan, de vie, on parle Brigitte, exactement, parfois, et ouais. sur le plan astrologique, il y a vraiment des aspects planétaires très forts, et bien tout d'un coup, on se rend compte que peut-être que c'est pas exactement ce qui correspond le plus à nos profonds désirs. Et donc, il y a une remise en question que vous êtes en train de traverser et c'est très bien. Voilà, alors forcément, ça crée des tensions énormes, hein, même au fond de moi, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité hein, quand on veut changer quelque chose qui est instauré depuis des années dans son couple, par exemple, et on montre une autre facette de soi, parce que en fait, moi, j'ai eu le sentiment très longtemps de tricher en réalité. Alors, la première partie de ma vie, on va dire jusqu'à 45 ans. Mais de tricher avec vous-même ? Oui, bien sûr, c'est-à-dire de devoir accepter des choses ou de faire des choses qui en réalité soit ne me plaisaient pas, soit ne me faisaient pas forcément du bien, par contre qui faisaient du bien aux autres et qui étaient bons pour les autres, mais pas forcément pour moi. Donc la question, Christophe, là aujourd'hui, ça pourrait être ce qui n'est pas écologique pour moi peut être écologique pour les autres. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que parfois, si vous voulez que je vous fasse un petit feedback là-dessus, c'est effectivement, je le fais voir pendant mes stages. Vous avez dit, j'ai eu la sensation de tricher pendant un temps dans ma vie. Vous l'avez dit, ça, Karen, on est d'accord. Oui, et c'est vrai que parfois, moins on se connaît ou plus on se réfère à ce que des autres ont voulu faire de nous. Eh bien, plus on va être centré sur les désirs de l'autre et les attentes des autres, vous voyez ce que je veux dire, et jouer des rôles où on se sent tricher. Et effectivement, on peut être écologie relationnelle avec les autres dans ces cas-là, parce qu'on se moule sur l'attente des autres, le désir des autres. Mais le sien, il n'est pas nourri, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas nourri. On n'est pas en écologie relationnelle avec soi-même dans ces cas-là. On n'est pas HQR avec soi-même. Et je vais vous dire même, moi, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, et c'est ce que j'essaye de pédaler en arrière. Parce que je suis hyper dans l'écologie, enfin de ce que je crois bon, par exemple pour mon mari ou mes filles, mais en réalité c'est à mon détriment. Et parfois, et là je suis aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai beaucoup de prise de conscience et je suis mal par rapport à tout ça parce que en réalité, si je m'écoute moi, si j'écoute mon corps, si j'écoute ce que je ressens, si j'écoute mes désirs, mes besoins, je suis pas du tout dedans, même si j'essaye de travailler dessus comme je peux, mais j'ai le sentiment que c'est difficile c'est-à-dire que si je me sers, alors on va faire court, si je me sers, j'ai l'impression parfois de desservir les autres. Et vice-versa. Et si je sers les autres, j'ai le sentiment que moi je me desserre. J'ai beaucoup de mal à trouver cet équilibre et je suis à la recherche de cet équilibre en réalité. Et c'est ça qui est compliqué, il me semble. Oui, mais alors je vais vous poser la question autrement, Karen. Est-ce que vous avez la sensation que, alors vos filles vous aiment, ça c'est sûr, les enfants aiment toujours leur mère, mais est-ce que votre compagnon vous aime ?
Ah, mais ça, j'en suis sûre. Bon, eh bien à partir du moment où les 3 personnes pour qui vous avez tendance à vous sacrifier vous aiment, vous croyez qu'elles seraient contentes de savoir que vous vous sacrifiez pour elles? Mais elles le savent. Parce que justement, on a eu des discussions là-dessus. Et ben alors, je pense qu'elles vous ont dit d'arrêter de vous sacrifier. Oui. Bon, et ben voyez bien que c'est vous qui, quelque part, n'êtes pas encore suffisamment solide pour vous assumer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, vous vous réfugiez derrière le fait qu'il faut faire plaisir aux autres pour pas vous faire plaisir. Donc ça se travaille, ça. Ben, c'est ce sur quoi j'essaye de travailler. Alors, c'est pas une ligne droite. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'y arrive et des fois où j'y arrive pas. Et des fois, voilà, là, comme en ce moment, j'y arrive pas. Si on est dans un couple où il y a de l'amour réciproque, l'autre ne veut pas qu'on se sacrifie. Après qu'il faille faire des compromis dans une histoire, bien sûr. Et si on veut des enfants, il faut faire des compromis parce qu'on peut pas être totalement libre en tant que femme. Enfin, la vie est faite de compromis. Quand on dit que la liberté, c'est le choix, tous les choix possibles, c'est pas vrai. Une liberté, elle est toujours relative. Mais là, je crois qu'il faut vraiment que vous compreniez que quelque part, vous êtes encore un peu englué dans cette vie de femme qui a été éduquée pour faire tout pour les autres. Pour servir. Karen, si je peux me permettre de vous dire une chose que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, pour vous, on a l'impression, dans votre croyance, c'est juste une croyance limitante, qu'il n'y a qu'une alternative, ou je moins, c'est-à-dire moins et vous l'autre plus, tu plus, ou je plus et l'autre tu moins. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une tierce possibilité, et c'est un peu ce vers quoi on vous amène, Brigitte et moi, c'est je plus, tu plus. J'ai mon bonheur, j'ai mon bénéfice dans ces relations-là, et j'en offre à l'autre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est l'équilibre. Il faut arriver à cette troisième option. Ah oui, mais... Non, mais on l'a dit avec Brigitte dès l'entrée, c'est un travail, bien sûr, mais vous êtes dedans, vous êtes en recherche, vous nous appelez, c'est déjà bénef, vous vous posez des questions à Brigitte, c'est veut dire que vous êtes en recherche, et quand on cherche, on trouve. C'est exactement ça, je pense, et c'est vrai, mais après, des pistes seraient bienvenues. J'aimerais beaucoup participer à votre atelier. Venez, ça va être génial. Vous vous rendez compte, vous êtes avec Brigitte Lahaye en réelle présence. Venez. Oui, je suis fan en plus de Brigitte. Vous allez sur nos sites et puis vous prenez votre place, qu'elles vont être vite toutes prises à mon avis. Donc, si je peux, je vais voir comment je peux m'organiser. Mais voilà, c'est sûr que c'est le travail d'une vie d'arriver à... Oui, mais Karen, c'est le travail d'une vie, mais là, vous savez, c'est un peu comme la rééducation. Vous avez pour l'instant un petit peu chuté, si je puis dire. Vous avez le dos un petit peu en marmelade. Il faut rééduquer le dos. Mais ça va recommencer par vous-même. C'est-à-dire que c'est d'abord face à vous-même qu'il faut que vous soyez très clair sur ce que vous voulez. Et je crois que pour l'instant, c'est pas très clair parce que vous voulez garder cette harmonie familiale et en même temps, vous voulez peut-être être un peu plus égoïste pour vous-même. Et c'est là où il y a quelque chose qu'il va falloir redessiner, recréer, retrouver. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça c'est compliqué. Vous pouvez pas, vous n'avez que 24 heures par jour et vous pouvez pas, si vous avez envie de vous consacrer plus de temps à vous, il va falloir enlever du temps aux autres, par exemple. C'est ça. Exactement. Mais ça, il faut l'accepter. Ouh là là, c'est pas évident. Eh ben oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous empêche de l'accepter, si ce n'est en effet, comme l'a dit Christophe, vos croyances, votre éducation, tout ce qui a été construit depuis tant d'années. Mais n'ayez pas peur. Au fond, c'est la peur qui vous empêche d'oser vous affirmer. C'est la culpabilité qui vient. Immédiatement, dès que je ne fais pas les choses, forcément. Alors ça, c'est dû à l'éducation, la croyance, à tout votre éducation et vos croyances. Vous pourriez lire, vous connaissez le livre Les 5 regrets des personnes en fin de vie de Bronnie Ware, Karen? Ah non. Bronnie Ware était une infirmière en soins palliatifs. Elle a pendant des mois et des années écouté les gens qui étaient dans les dernières semaines de leur vie. Elle s'est rendue compte qu'à 77%, les gens ont les mêmes 5 regrets en fin de vie. Et un de ces 5 regrets, c'est pas avoir osé être soi-même. C'est ça. Et avoir pris des décisions qui avaient été influées, dictées inconsciemment par une personne extérieure à elle-même.
Non, mais tout à fait, j'entends très bien ce que vous dites, puisque je travaille dessus, donc je sais bien. Mais après, l'idée, c'est par où on commence, qu'est-ce qu'on fait. Tant qu'on dit oui, mais c'est qu'on n'est pas encore prêt. Le saboteur. C'est le saboteur. Dans mon livre sur le saboteur, je dis dès que tu dis oui, mais tu dis ne mette pas Brigitte Lahaie, ne mette pas Christophe Médicis. Voilà. Donc observez-vous, chaque fois que vous dites mais, oui, mais c'est que quelque part, c'est pas encore prêt. Donc continuez à chercher. Voilà, parce que qui cherche trouve, j'ai bien entendu tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup, Karen. Merci, Karen. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Soisic Belin dans un instant. Tu vas nous parler des filles à papa. Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christophe Médicis, nous retrouvons Soisic Belin, notre journaliste. Bonjour. Et alors, qu'est-ce qui vous prend? Vous allez parler des filles à papa? Oui, mais pas que. Vous allez voir. Nous allons évoquer les relations complexes. C'est l'émission du jour, les relations complexes que nous pouvons avoir avec les autres. Et les autres, finalement, c'est un terme assez large. Le relationnel débute dans le cercle plus restreint du foyer, de la famille. Et ce sont ces relations avec les membres de notre famille proche qui vont donc par ricochet déterminer notre relation à nous-mêmes et ensuite avec autrui en dehors du cercle familial restreint. C'est donc un cercle vertueux quand tout se passe bien. Alors, ce lien que nous avons avec nos parents, nous avons l'habitude d'en parler, très souvent même, de l'analyser parce qu'il est sensible et déterminant. Les relations mère-fille sont très fréquemment décortiquées, très souvent considérées comme coupables des maux de la jeune fille, maux MAUX, lorsqu'il y a des problèmes. Et je vous conseille d'ailleurs un podcast sur le sujet qui s'appelle « Et ta mère », qui au contraire sait aussi mettre en avant les atouts, les bienfaits, la force impulsive portée par les relations mère-fille. Et puis, il y a aussi cette relation mythique des garçons avec leur mère, la femme de leur vie, leur amoureuse, même un temps, celui du complexe d'Oedipe, nécessaire à l'affirmation du moi. L'image du fils à sa maman, ça ne fait pas rêver, dans le sens où cela signifie, entre guillemets, qu'il existe une dépendance, une passivité du petit garçon devenu grand vis-à-vis de sa mère encore, hélas. Et puis, il y a cette relation particulière, la fille à papa. Dans le langage courant, lorsque l'on emploie cette formulation, c'est pour décrire une jeune femme comblée, choyée à outrance peut-être, qui finalement n'aura manqué de rien. Comme quoi, toutes les relations sont propices aux critiques, aux regards moqueurs, rieurs et envieux. Fille à papa, donc, c'est le titre du livre de la philosophe et historienne des sexualités Catherine Engel, paru aux éditions du Détour. Le but de cet ouvrage est de parler de cette figure du père dans un contexte post-MeToo où nos relations aux hommes sont décortiquées, relues, analysées et critiquées. Alors, si l'homme est considéré comme un potentiel oppresseur, je dis bien potentiel, si nous refaisons le fil de nos relations passées, si nos voix se font entendre désormais trop selon certains, mais bon, que voulez-vous? Si nous sommes mises à suspecter nos collègues, nos amis, nos frères, nos patrons d'être des agresseurs, qu'en est-il de nos pères? Ces derniers doivent-ils rester immunisés par ce statut très spécial? Einstein n'était-il pas père d'ailleurs? Et si on peut quitter un homme en découvrant ses méfaits, peut-on quitter un père pour les mêmes raisons? Dans ce livre bref et concis de 125 pages, Catherine avance des arguments amplement illustrés par de la littérature, des personnages cinématographiques, et puis on y croise forcément Lacan et Freud, quand même. Son ouvrage commence finalement par une question fondamentale. Lorsqu'il s'agit de nos pères, sommes-nous en mesure de prendre assez de recul pour nous rendre compte de la réalité? Elle invoque Sharon Olds et son poème Sunday Night. Il est question d'un père qui glissait sa main sous les jupes de serveuse devant les yeux de sa fille. Elle fait aussi appel au film de Sally Potter, Ginger et Rosa, où le père de Ginger en vient à coucher avec l'amie de sa fille Rosa. Le cinéma véhicule-t-il des situations jusqu'à ce qu'elles finissent par nous paraître normales et acceptables? Et difficile de ne pas faire appel à Donald Winnicott qui explique que pour se sentir réel, l'enfant a besoin d'une éducation parentale positive dans la petite enfance, notamment avec cette fameuse mère suffisamment bonne. Cette figure de la mère indispensable à la construction de l'enfant, comme le sera celle du père aussi également, qui dans un second temps viendra apporter la touche finale, celle qui équilibrera la relation et permettra à l'enfant de ne pas se laisser bercer par une fusion avec sa mère. Il est aussi question de Virginia Woolf dans cet essai qui prend l'exemple de son père suffocant et propose le travail comme une alternative à la liberté, pour libérer les femmes en fait. Impossible pour Catherine Engel de ne pas s'intéresser au vocable et notamment à ce mot patriarcat qui, de pierre angulaire des revendications féministes, avait fini par disparaître jusqu'à redevenir très en vogue, un incontournable aujourd'hui. Et puis, en usant de figures imaginaires, ici de romans et de films, elle nous propose de régler ces fameuses daddy issues.
titre original de son ouvrage. Les daddy issues, c'est le terme utilisé pour critiquer le rapport problématique que les femmes entretiendraient avec leur père, soit parce qu'elles ont une relation conflictuelle avec lui, soit parce qu'elles choisiraient comme partenaire des hommes qui leur rappellent celui-ci, des hommes plus âgés qu'elles, ou qui les traitent bien ou mal comme ce dernier. Cela semble expliquer à peu près tout finalement, cette relation au père. Assez facilement d'ailleurs. Celles qui ont eu un père absent rechercheraient un homme fuyant et inconstant. Celles ayant eu un père infidèle seraient en proie aux hommes mariés ou dragueurs invétérés. Celles qui ont eu les deux auraient un rapport aux hommes bien gratiné. Et puis, il reste quand même celles qui ont eu des pères exemplaires qui auraient ainsi un rapport sain avec leurs compagnons. Quelle chanceuse celle-là. Mais si on sait ce qu'est une bonne mère, qu'est-ce qu'un bon père? C'est aussi la question que pose en filigrane cet essai. Et est-ce qu'elle donne la réponse? Plus ou moins. Elle vous laisse y réfléchir en tout cas. Elle balance, j'aime pas le terme, mais bon, elle propose plutôt plein de pistes à chaque fois très en lien avec de la littérature, avec des personnages fictifs issus de films et de romans qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est pas grave, du coup on s'éduque aussi un petit peu. Mais encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si on a eu une mauvaise mère ou un mauvais père, c'est parfois grâce à ça qu'on en a fait quelque chose. Bien sûr. Et donc, quelle importance? L'importance, c'est juste de travailler sur soi, finalement. C'est pas ce qu'on a voulu faire de nous qui est important, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a voulu faire de nous. Ça m'a rappelé ce que vous avez dit, une scène d'un film dont on a déjà parlé, j'étais moi en off, où c'était dans un couple, je me rappelle plus du titre du film, mais c'était un couple au lit, mais ils n'étaient pas que tous les deux, il y avait le père et la mère de l'un d'un côté, et le père et la mère de l'autre dans le côté, dans ce lit-là. Et c'était excellent, parce qu'à chaque fois qu'ils communiquaient, ou voilà, ils étaient en tendresse, il y avait la mère qui disait le père qui disait ça, et ils étaient 6 dans le lit, quoi. Voilà, c'est vrai, l'impact de la présence des parents parfois, notamment dans la vie amoureuse, notamment dans le choix amoureux, comme vous l'avez dit. C'est des choses inconscientes. Je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans la caricature. On ne choisit pas l'homme par rapport à notre père. Mais là, j'ai poussé le trait, elle le fait aussi, évidemment. C'est pas toujours le cas. Et parfois, on choisit un père par rapport à notre mère. Enfin, je veux dire, c'est tellement complexe. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux généralités. Mais en effet, il faut travailler sur soi. Quand on répète des choix amoureux qui ne sont pas tout à fait je vois de quoi vous voulez parler, Brigitte Lay. Ça parle de nous, bien sûr. Ça parle souvent de nous, ça. Hein. Évidemment. Mais comment sortir en fait de cette espèce de spirale? Quand on n'en est pas conscient, en tout cas, effectivement, quand on va... Tant qu'on n'en est pas conscient et qu'on n'en souffre pas, après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, je veux dire, si on est heureux si on n'est pas malheureux dans sa vie, parce qu'être heureux tout le temps, ça n'existe pas. Mais si notre vie nous convient bien, après tout, qu'importe si on répète, qu'importe d'être un bourrin. Mais pourquoi non, forcément je suis méchant. Non, je suis méchant parce qu'on vous dit parfois. Non, vous dites s'ils sont heureux. Il y a des gens qui ne se posent aucune question dans la vie, on est d'accord, existentielle. On peut imaginer que c'est des vies respectables, on est bien d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas dans la question qu'on se pose nous souvent et que les auditeurs de l'émission de Brigitte Lay qui veulent approfondir, le connais-toi toi-même, ne se posent pas. Je pense, je suis très sincère avec ça. Et c'est des vies respectables, vous êtes d'accord? C'est des vies respectables, s'ils sont bien. J'espère bien. S'ils sont bien, vous entendez. Parfois ils ne sont pas bien, mais ils ne se questionnent pas non plus. Alors on est bien d'accord. On préfère rester dans un précaré, quelque chose qu'on connaît, on n'a pas envie de gratter. Quelqu'un qui se pose jamais de questions de fond, même s'il a une vie, respectable, à un certain niveau de vie, on n'est pas là pour penser que tout le monde a besoin. Peut-être que c'est eux qui ont raison. Regardez les chiens, comment ils sont heureux. Non mais franchement, parfois, est-ce qu'il vaudrait pas mieux ne pas trop se poser de questions? Vous connaissez nettement mieux le règne animal que moi, donc je ne vais pas rentrer sur ce sujet-là, parce que vous connaissez ça. Moi, enfin bon. Ouais. Donc c'est un livre qui vous a plu, visiblement. Qui m'a plu. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout, parce que parfois elle parle justement du rôle de la mère, dont effectivement, quand un père s'occupe bien de son enfant, on crie au génie, et et quand c'est une mère qui s'occupe bien de son enfant, c'est naturel. C'est vrai que ce sont des choses qui sont ancrées, mais justement, on aimerait qu'elles changent. Donc, pour qu'elles changent, il faudrait peut-être arrêter de rabâcher cette espèce d'a priori qu'on a sur le rôle du père et le rôle de la mère. Il y a des pères qui s'occupent très bien de leurs enfants, bien sûr. Qui c'est même pas une question de savoir s'il faut s'en occuper ou pas. Et il y a des mères qui s'occupent très mal de leurs enfants. Mais Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est évidemment le problème de la bonne ou de la mauvaise distance d'un parent avec son enfant. C'est pas simple à trouver, ça, le problème de la bonne, ou trop proche ou trop loin. C'est ce que Schopenhauer appelle le syndrome du porc-épic. On est trop loin, on meurt de froid. Il y a des pères trop proches aussi de leur fille. Alors je suis tombée sur un article qui circule sur les réseaux sociaux, justement, sur faut-il embrasser ses enfants sur la bouche?
Alors, c'est pas se rouler des galoches, on est bien d'accord. C'est Jusqu'à embrasser, quel c'est âge un petit baiser. Faut-il et jusqu'à quel âge en Dans fait notre culture, non. Dans d'autres cultures, oui, pourquoi pas, mais dans notre culture, non. Un petit baiser léger sur les lèvres de Ou son alors enfant. faut-il faire comme le Dalai Lama qui se fait baiser la langue? Non, on va pas reparler. Non, on de va ça, pas partir s'il vous là-dessus. plaît. Je n'étais pas au courant. Ah, vous êtes pas au courant? non. On va pas venir. On ne sait pas non plus quelle est la C'est culture, leur culture, dans ce pays-là. Donc on interprète avec notre propre culture. Attention, dans notre propre culture, un baiser sur la bouche, c'est le baiser des amoureux. Je suis désolée. Oui. Après, vous embrassez votre fille sur la bouche, c'est votre problème. C'est pas le mien, c'est le problème de votre fille et c'est le vôtre. Mais sur un plan, enfin moi je suis là pour donner encore une fois la loi. Dans notre culture, un baiser sur la bouche, c'est un baiser d'amoureux. Oui, parce qu'on a décidé de le placer ainsi, de lui donner cette signification et cette symbolique. Oui, mais c'est comme ça que c'est dans notre culture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, Donc ce que vous voulez dire, Brigitte, que si un père fait ça à sa fille à un certain âge, ça peut être très équivoque, on est d'accord? Ben justement, dans ces échanges sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé une jeune femme qui attestait du fait que, encore aujourd'hui, donc elle est adulte, elle embrasse. Alors, elle explique bien que c'est du bout de la lèvre. Sa mère, comme son père, quand elle les salue. Elle explique bien que c'est du bout de la lèvre. Vous voyez bien comment elle se justifie. Mais oui, parce qu'elle sait que ça peut porter à confusion. Effectivement. Bien sûr. C'était le titre de l'article en même temps. Évidemment. C'est dangereux. Il y avait Guy Corneau, paix à son âme, qui est parti trop tôt. Il avait parlé, lui, de relation père-fils. Il y avait des pères manquants, fils manqués. C'est horrible comme titre. Quand ton père n'est pas assez là. Et il disait, et dans ce livre d'ailleurs, il dit de très jolies choses sur la manière dont les pères élèvent les enfants par rapport aux mères. Et c'est vrai qu'il y a des différences qui sont très intéressantes et qui, encore une fois, montrent bien qu'on n'est pas pareil, et les hommes et les femmes, et que c'est très bien qu'un enfant puisse avoir et son père et sa mère. Voilà, mais ça aussi c'est une question de culture. Après, chacun fait ce qu'il peut. C'est la culture. Et on est d'accord. Merci Soisy. Merci beaucoup. Allez, Rose est avec nous. Bonjour Rose. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Rose. Merci d'être avec nous Rose. Alors, justement, on va commencer par ça. Dans votre bonne estime de vous-même, quelle note vous donnez sur 10 ? Oh non, c'est une très... Pensez à d'autres questions que celle-là. Votre auto-évaluation, Rose. Allez, osez, Rose. Ose, Rose. Ose, Rose. Ose. C'est pas mal. Non, j'en avais pas super... Donc, sur combien 10 ? Oui, sur 10, oui. Allez-y. Oh non, 4. Non. 4 sur 10. Bon, déjà, c'est très bien, parce que vous pensez être assez lucide sur vous-même. C'est bien. Oui. C'est bien. Bon, 4 sur 10, vous allez bientôt avoir la moyenne, Rose. Oui, prochain trimestre, si le prof est... Donc, tous les soirs, vous vous regardez et vous vous dites « Qu'est-ce que je m'aime ?» Non, mais plutôt, faites-vous faire une très jolie photo de vous. Et le soir, avant de vous endormir, vous regardez cette belle photo de vous. Et ça va vous remonter votre estime de vous-même. D'accord ? Petit exercice très pratique et qui est pas difficile, hein. Non. Il faut juste faire une belle photo. Enfin, si peut-être vous avez une belle photo de vous, vous l'encadrez et vous la regardez tous les soirs avant de vous endormir. Ça va, votre inconscient va faire ce travail à votre place. Deuxième question. Alors, on va poser des questions sexe. Alors, ça vous plaît plus, je m'attendais à celle-là, moi. Votre estime de vous au niveau sexe. Êtes-vous... J'ai bien compris que vous attendiez à ce genre de questions. Ah non, j'allais être bien. Je plaisante, Brigitte, je plaisante. Alors, on y va carrément, puisque vous voulez des questions sexe. Plutôt vaginale ou clitoridienne, Rose ? Clitoridienne, d'accord. Bon, ça, on est dans la 70%. On avait une chance. L'autre. Oui, non, mais j'ai pas dit. On n'est pas 100% clitoridienne, j'imagine bien. Et dernière question. Quel est le temps pour vous idéal d'un rapport sexuel, préliminaire compris? Alors, on va rajouter les préliminaires, puisque vous êtes clitoridienne. Le plus long possible. Oui, alors. Ah oui, non, mais il n'y a pas de temps, pour moi, plus. Plus. Oui. Bon, et ben voilà. Bon, écoutez, vous ne devez pas avoir une si mauvaise estime de vous-même, si vous aimez bien faire l'amour. Quand même. Oui, non, mais. Allez, 6 sur 10 en estime de soi. On vous remet 2 points, Brigitte et moi. Bon, vous pouvez poser une question à Christophe Médicis, vous écoute, allez-y. Oui, alors, j'en ai une toute simple. Mais qui pourrait... comment arrêter c'est pas pour l'échange qu'on a entre nous, mais lorsque, par exemple, j'ai un échange avec une personne, elle se déverse, et à un moment donné, moi, je n'arrive pas à arrêter la conversation. Alors, des fois, c'est sympa,
Et des fois, j'ai juste envie de partir. Ça arrive chez les commerçants, les gens en général. Enfin, je m'y attends pas des fois, et puis je ne sais pas arrêter. Alors, Rose, ça dépend dans quel cercle de qualité relation, dans quelle scène des relations vous êtes. Vous voyez, je vais m'expliquer. Dans la méthode HQR, je fais différents niveaux de relations. Vous avez les relations intimes de premier cercle, les relations de copains, le deuxième, les relations au travail et sociales, le troisième. De quelle relation vous parlez là? Quand c'est avec un commerçant, c'est très loin. On est d'accord. C'est relations très. Ou avec les intimes, c'est pareil. C'est moi qui vous pose une question maintenant. C'est des classiques. Non, pas les intimes, parce que là. D'accord. Ok. Voilà, c'est pas trop ce genre. J'ai compris. C'est les gens qui vous saoulent alors que c'est des relations très éloignées. On est d'accord, c'est des relations. Eh bien, à un moment donné, vous êtes courtoise. Le mot, l'attitude, c'est la courtoisie. Et vous trouvez un prétexte. C'est ce que les Américains et les Anglais appellent l'art du small talk. Hein, le small talk. Oh, désolé, c'était passionnant. J'ai quelque chose à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous repartez sur votre vie à vous. Vous voyez, Rose? Je trouve que c'est couper les gens. Ah, je suis désolé, mais si vous me dites qu'ils finissent par vous saouler, que c'est trop long. Oui. À un moment donné, c'est eux qui font du terrorisme communicationnel. Ils vous prennent trop de temps. Oui. Eh ben, c'est à vous de mettre les limites, d'exprimer vos limites, de dire ouais ça va, il me saoule là. Ça fait 7 minutes qu'il me parle de quelque chose dont j'ai rien à faire. Eh ben, c'est là que je vous dis courtoisie. C'est pas les conduire. Il faut beaucoup d'écologie relationnelle. On est dans le thème de notre après-midi avec beaucoup d'écologie relationnelle. Je suis désolé. Et même ça peut être un petit mensonge. Hein, ça c'est pas des mensonges. J'ai ma fille à aller chercher. Oui, à l'école. Je suis clair ou pas? Un prétexte comme ça. Un prétexte. Un prétexte. Un prétexte. Vous en inventez 3-4 et suivant les circonstances, vous sortez un des 3-4. Exactement. Exactement. Voilà. Vous n'allez pas vous faire envahir, parce qu'à un moment donné, il y a une notion d'envahissement quand même, Rose, là. Mais oui. On vous prend votre temps, finalement, c'est votre temps. Le dernier exemple, c'était chez le cordonnier. Je ne lui ai rien demandé, une demi-heure après, j'y étais encore. Vous auriez autre chose à faire de cette demi-heure, peut-être, Rose. Hein. Excusez-moi. Oui. Vous savez, les êtres humains pensent une chose alors que c'est faux. On n'est pas riche en temps, on est pauvre en temps. Une vie, c'est 30 000 jours. C'était le titre de l'autobiographie de Maurice Genevoix. Ça fait 700 000 heures. Et encore, si on vit 84 ans. On n'est pas riche en temps. On est pauvre en temps. Moi, je consacre du temps à mes amis, aux gens que j'aime, aux gens magnanimes, et moins aussi à d'autres. Chez votre cordonnier, à un moment donné, c'était facile de dire écoutez, merci beaucoup de cet échange, mais je suis désolé, il faut que j'y aille. Vous n'avez même pas besoin d'inventer une excuse. Hein. Je suis désolé. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Courtoisie. Oui. Il faut que je me trouve trop petite phrase. Vous n'osez pas vous affirmer. C'est ça. Rose. Vous oubliez, vous affirmez pas. Oui. C'est prendre sa place. Prendre votre place. Ouais, c'est pas encore ça, mais ça vient. Je vais y arriver. Ça vous a parlé? Je sais pas, ma réponse, moi j'ai fait. Si, très bien. Et puis j'adore vos phrases type, j'adore, enfin les punch phrases là, j'adore. Voilà, j'aime bien et j'arrive pas à toutes les retenir, mais quelques-unes. Je vous ferai un petit mail. Je donnerai à Bénédicte. Vous avez rempli la journée de Christophe Médicis grâce à votre compliment, Rose. Merci, Rose. Il est ravi. Merci, Rose. Merci Rose. À vous encore. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Enola. Le webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous revenons à l'écologie relationnelle avec Christophe Médicis qui est avec nous et nous allons donner la parole à Enola. Bonjour Enola. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Enola. Alors Brigitte, la dernière fois vous m'aviez demandé de faire une recherche sur mon prénom, je n'en connaissais pas l'étymologie. Et alors? Eh bien Enola, ça signifie noble. Ça vient du mot noble. Donc voilà. Oui, Enola, noble. Oh, d'accord. Bon. Voilà, ça y est. Merci en tout cas d'avoir. J'aime bien connaître l'origine des prénoms. C'est chouette. Celle qui est noble, ça veut dire. Voilà, donc voilà, je suis une noble. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bien. Grand bien vous fasse, Enola. Grand bien nous fasse. En tout cas, ce qu'il faut toujours comprendre, c'est parce que la signification de notre prénom peut nous aider à comprendre aussi ce que nos parents ont mis sur nous. Parce que c'est nos parents qui ont choisi notre prénom. Tout à fait. Alors, on ne sait jamais s'ils l'ont mis consciemment ou non consciemment. Absolument, mais ils l'ont mis. Ils l'ont fait.
Alors je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire avec moi en me donnant ça. Je vous avoue que je leur ai pas demandé, mais voilà. En tout cas, et ça n'a pas attiré plus que ça la richesse dans ma vie, mais peut-être. Ah, mais les nobles ne sont pas forcément riches. Il y a une noblesse qui s'est très appauvrie, voilà. Même sous la fin d'Ancien Régime. Il y avait une noblesse qui n'avait plus rien. Peut-être que c'était de la noblesse de cœur, mais je vais pas c'est la avoir plus belle de toutes, celle-là. C'est la plus belle de toutes. De croire que je le suis comme ça, mais voilà. Alors, est-ce que vous êtes en bonne relation écologique avec vous-même déjà, Enola? Visiblement pas mal quand même. Bah écoutez, en tout cas, j'estime que je suis dans une relation écologique avec moi-même suffisamment bonne. C'est bien. Après, parce qu'en fait, je suis comme tout le monde, hein, c'est nuancé, hein, évidemment. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des passages à vide, des passages plus pleins, et ceci et cela fait que de manière générale, ça va à peu près. Voilà. Maintenant, dans ma relation avec mon compagnon, ce que je constate avec le temps, j'ai une relation longue hein, qui dure depuis 20 ans. Et je peux constater qu'en fait, au démarrage de notre relation, on avait vraiment une communication très efficiente, où il y avait des points de désaccord qui pouvaient apparaître, mais ils étaient traités. En tout cas, on cherchait chacun le juste milieu. On pratiquait une forme de diplomatie très importante entre nous dans les débuts de notre relation. Oui. Et puis, force est de constater qu'avec l'arrivée des enfants, il y a 11 ans, du premier puis du deuxième, hein, il y a 11 ans donc, il y a une forme de fatigue émotionnelle qui est arrivée dans notre relation, et qui fait qui implique une forme de saturation, hein, parce que quand on est en contact quotidien comme ça avec des enfants et leur drame en cataracte quotidien, ça peut être compliqué de vivre ces montagnes russes émotionnelles. Et force est de constater qu'à l'heure actuelle, on communique vachement moins bien aujourd'hui qu'il n'y a 20 ans, alors même qu'aujourd'hui, on est beaucoup mieux, surtout moi, qui de par mon métier, comme je suis éducatrice, je suis beaucoup mieux formée et informée à comment communiquer, à comment faire. J'ai des outils sur comment faire quand on est en conflit, quand on est en désaccord, pour que chacun sorte vainqueur et gagnant de l'équation de la relation. Et c'est le cas aujourd'hui, sauf qu'en fait, dans ma relation aujourd'hui, on n'y arrive plus. Ce qui était le cas il y a 20 ans, alors que je n'avais pas conscience de tout ça, que je n'étais pas formée, on le faisait tout seul, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que le contexte de vie, et je vous dis, cette saturation émotionnelle qui nous gagne en tant que parents, fait qu'aujourd'hui, discuter et communiquer, c'est pas toujours une mince affaire. Mais parce que vous vous sentez épuisé, fatigué, et que finalement vous dites qu'à l'important c'est pas la peine de mettre ça à plat, c'est pas si grave, et puis vous passez à autre chose, c'est ça? C'est parce que mon compagnon aujourd'hui ne supporte plus vraiment, il ne supporte plus les désaccords. C'est-à-dire que quand il y a un désaccord qui pointe, il se ferme comme une huître. Même s'il me l'ordre de m'arrêter, de parler ou de lui expliquer, il me coupe la parole, très concrètement. Et du coup, ça part totalement en cacahuète, parce que moi, je veux juste avoir le droit de parler, de dire ce que j'ai à dire et d'exprimer ce que j'ai à exprimer. Et lui, c'est une fin de non-recevoir. Donc on rentre systématiquement dans un rapport de force. Alors pour pallier à ça, parce qu'on a bien observé que c'est toujours le même schéma, et peu importe le sujet de désaccord. Pour pallier à ça, un jour, je lui ai posé les choses comme ça. Je lui ai dit, bon, écoute, voilà, moi, j'ai besoin de pouvoir m'exprimer. J'ai besoin de pouvoir dire comment je me sens, ce que je ressens par rapport à telle ou telle chose. Et toi, tu as besoin d'harmonie, de calme et de sérénité dans notre relation. Donc, comment on peut faire pour combler ces deux besoins ? Et donc, on en a conclu tous les deux que quand moi, parce que c'est surtout moi, lui, enfin c'est surtout moi, que quand moi j'aurais quelque chose à lui exprimer qui est un peu plus difficile, je passerai par l'écrit. Oui.
Donc, en gros, en général, ce qui se passe, voilà, un désaccord pointe le bout de son nez, on n'est pas d'accord, il se ferme, et moi, je me bute aussi. Donc vous lui écrivez, mais est-ce qu'il répond? Et je finis par lui écrire. Mais est-ce qu'il répond quelque chose ou est-ce qu'il n'y a pas de suivi? Non, je lui écris, et puis en général, le temps qu'il reçoive mon écrit, alors soit ça se fait par téléphone, soit j'écris de manière manuscrite, je le lui donne, il le lit, et donc ça se fait en 2 temps. En général, au niveau émotionnel, ça a le temps de redescendre un peu, le soufflet retombe, et du coup, sur base de cet écrit, on rediscute ensemble. Moi, je sais que j'ai été entendue, ce qui ne me permet pas de faire à l'oral, parce que j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire, c'est posé. Et lui, en général, il me répond, et s'ensuit un échange qui est de manière souvent est beaucoup plus sereine. Et il vous répond par écrit ou... Non, en général, il me répond à l'oral, du coup, parce que c'est pas quelqu'un qui aime passer par l'écrit. Bah donc vous avez trouvé quelque chose qui a l'air de fonctionner. Oui. Bon, suite à plein de remous où on n'y arrivait pas, ça y est. Je crois que nous tenons. Bravo Enola. Bon, écoutez, bravo, oui, tant mieux. Vous avez réussi à trouver une solution. Merci en tout cas, Enola. On continue tout de suite après les infos, bien sûr. Petite devinette, quel est le meilleur prénom féminin pour un homme? La réponse est après les infos également. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Christophe Médicis que nous évoquons l'écologie relationnelle. Et si vous avez envie de vous inscrire à cet atelier que nous faisons avec Christophe à Paris, vous pouvez aller sur le site de Christophe, christophemedici.com. C'est donc le samedi 1er juillet. Alors d'abord, la réponse à ma devinette, quel est le meilleur prénom féminin Je sèche. C'est une bêtise, évidemment. C'est Ikea parce que c'est bon marché et c'est facile à monter. D'accord. Vous êtes de bon public, hein, Christophe. Facile à monter. Bonjour Diane. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Diane. Très joli prénom. Très joli prénom. Oui, Diane. Très chasseresse. Très joli prénom. Merci. Alors moi, ça m'a vraiment interpellée. Puisque en fait, j'ai longuement, je me suis jamais écoutée, et il a fallu que j'apprenne à m'écouter afin de pouvoir mieux communiquer. C'est-à-dire que j'étais pas capable de comprendre mes émotions, donc je fonctionnais un peu comme un rouleau compresseur. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'avançais, et peu importe ce qui se passait devant ou à côté. Et j'écoutais pas non plus mes émotions. Et peu importe si vous avanciez en vous faisant mal aussi. Hein. Exactement. Et donc, pour comprendre ce que je ressentais, j'ai dû faire un travail sur moi, qui n'est toujours pas fini, parce que j'ai toujours du mal à comprendre mes émotions. Parfois, je réagis. Vous savez, Diane, un travail sur soi, on le commence. Et c'est jamais fini. Et ceux qui vous disent, moi j'ai fait 10 ans de thérapie, ça y est, je sais qui je suis, méfiez-vous parce que ils ont tout bloqué. Ils savent peut-être mieux qui ils sont que 10 ans auparavant, mais c'est jamais fini. On peut pas dire, ça y est, je sais qui je suis, c'est terminé. Je comprends effectivement, et c'est vrai. Et c'est une remise en question au quotidien en fait de faire ça. Et c'est vrai que dans un jardin, on les voit vite, les mauvaises herbes poussent vite. Et je comprends, et parfois on les voit pas. Et elles sont importantes à un moment donné, et on se dit mince, faut tout ratiboiser là. Et ça dépend aussi, Diane, de qui nous fréquentons. Mais vous savez, Diane, il y a aussi parfois des mauvaises herbes qui n'en sont pas ou qui en sont. Je vais prendre l'exemple de la menthe. La menthe, c'est un peu comme les orties, ça pousse avec des racines qui se prolongent d'une feuille à l'autre. Et exactement, merci du nom. Bravo Diane, vous êtes plus écologique que moi. Et la menthe, c'est extraordinaire. On en met dans la salade, on peut faire un thé à la menthe. Enfin, moi j'adore la menthe. Mais quand vous avez trop de menthe dans un jardin, elle va étouffer éventuellement votre rosier ou des choses vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est très complexe et c'est surtout très individuel. Oui, tout à fait. Et après, c'est effectivement prendre suffisamment de recul, ne serait-ce que pour la sentir, la menthe, ou pour la voir. Et c'est vrai que ça, c'était compliqué. Moi, j'avais du mal, et j'ai encore du mal aujourd'hui à comprendre ce que je ressens. Parfois, je m'énerve,
Et mon compagnon, il me dit, mais t'es pas énervé après moi, t'es énervé après toi. Et en fait, je dis, bah oui, effectivement, je suis énervé après moi, mais je lui râle quand même dessus. Parce que c'est plus facile. C'est peut-être lui qui a déclenché en vous quelque chose qui vous énerve. Je ne dis pas que c'est lui qui est responsable, mais c'est peut-être lui, sans le faire exprès, qui a touché quelque chose qui... Une corde chez moi qui était sensible, évidemment, oui, bien sûr. Parce que c'est quand même assez rare qu'on s'énerve toute seule. Non, je m'énerve pas toute seule, mais effectivement, quand... Sauf si on casse le bel objet de notre grand-mère, où là, on peut peut-être s'énerver toute seule, mais c'est quand même assez rare qu'on s'énerve toute seule, Diane. Oui, bien sûr. Et Diane, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, pour filer l'histoire des plantes, des fleurs ou autres dont parlait Brigitte, et même avec la menthe, je disais que ça dépend aussi beaucoup de nos relations. Vous savez, on parle beaucoup ces derniers mois, ces dernières années, c'est très à la mode de l'épigénétique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en fait, les gens qui constituent nos relations, qui nous fréquentons. Alors, si on file la métaphore des plantes, je pense que ce qui est important aussi, si on avait un botaniste là, par exemple Michel Le Jardinier avec nous, il nous dirait que suivant à tel endroit où est la fleur, ou l'arbre, ou la plante, à côté de quoi elle pousse, cela aussi, ça va avoir une incidence sur le fait qu'elle soit toxique ou pas, pour l'une ou l'autre. Je suis clair ou pas? Oui, et c'est pour ça que j'invite vraiment tous les auditeurs de l'émission de Brigitte à faire la distinction dans leurs relations entre des relations qui sont peu ou prou toxiques pour elles et des relations peu ou prou bénéfiques pour elles. Parce que ça aussi, c'est de l'écologie relationnelle. Faites attention à des relations qui ne sont pas écologiques pour vous. Et ça a un impact sur votre vie. Parfois, on le dénie, mais comme dit Cyronique, le déni fait des dégâts. Il y a des relations qui ne sont pas bonnes. Oui, et puis il y a des relations qui sont très bien de manière ponctuelle de temps en temps. Il y a des gens qu'on aime bien voir de temps en temps, mais qu'on ne supporterait pas d'avoir chez soi pendant tout un week-end. Vous voyez, tout ça est très relatif. Mais vous êtes en travail sur vous, Diane, et ça va continuer. De toute façon, une fois qu'on a commencé, on continue en général. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans mes relations, c'est plus facile. Pendant un moment, on était un peu en tension avec mon compagnon, et en fait, on était énervés chacun de son côté après soi-même, et non pas envers l'autre. Et en fait, on n'arrivait plus à communiquer, et on a pu faire un travail à deux, en tout cas chacun de son côté. Et là, on va attaquer un travail à deux pour améliorer forcément la communication. Et c'est sûr que tant que nous, on n'est pas bien avec nous-mêmes, mais c'est extrêmement compliqué de communiquer, puisqu'on en veut la terre entière pour quelque chose qu'on fait nous, en fait. Oui, mais de toute façon, on peut avoir, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien en nous, que ce soit parce qu'on s'aime pas ou parce que on a raté on estime qu'on a raté quelque chose, etc. Oui, il faut que ça sorte, et ça peut parfois sortir sur le partenaire qui, en effet, n'y est pour rien, c'est vrai. Mais ce qui est important quand même, peut-être, je dis peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être que vous n'avez pas assez de moments où vous êtes seul face à vous-même. Ou lui, et il faut faire attention à ça aussi. Parfois, on a besoin d'espace ou de temps à soi, et quand on est trop l'un sur l'autre, eh bien finalement, c'est la fameuse question de territoire. Après, moi, j'ai pas un problème de territoire. J'ai un problème quand je suis seule avec moi-même. Je suis jamais seule avec moi-même. C'est-à-dire que je ne mets jamais mon cerveau au repos. Je suis sur mon téléphone, je vais scroller, je vais faire des choses comme ça pour remplir, ou je vais regarder. J'ai très peu de temps parce que je travaille énormément, mais le peu de temps que je n'essaye pas de faire une introspection. Je comble le vide en m'occupant l'esprit, en fait. Pourquoi, Diane, ça d'après vous? Je sais pas, je vais peut-être éviter d'aller trop loin dans mon analyse. Et donc du coup j'ai peur effectivement sûrement de me mettre face à quelque chose que je n'aime pas, et voilà, où je dois me dire mais je devrais faire quelque chose, donc mais par exemple, vous savez, aller vous promener, marcher, tout simplement. Oui, mais c'est vrai que je vois, quand je suis posée, je suis sur mon téléphone, mon compagnon me dit mais t'es jamais en off, en fait. Je dis bah non. Vous êtes un peu hyperactive, alors parfois, c'est ça un peu... Oui, et puis comme je finis tard, le temps que mon cerveau se déconnecte un peu, je monte à cheval aussi. Donc quand je vais voir mon cheval, là je suis déconnectée. Et j'y vais pas très souvent, et donc du coup,
je me déconnecte pas très souvent. Oui, mais quand vous êtes à cheval, vous êtes obligé d'être connecté à votre cheval, c'est sûr. C'est ça. Et donc vous lâchez un peu le reste. Mais oui, mais c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce que vous risquez de vous accorder il faut commencer par peu de temps, hein, mais vous accordez juste 5 minutes à ne rien faire et à être avec vous-même. Alors, ne rien faire, vous pouvez vous mettre dans un bain ou vous pouvez vous mettre face à un beau spectacle de la nature. Écouter une bonne musique. Oui, ou écouter une musique sans parole. C'est une musique sans parole. Oui. Méditer sur de la musique, une musique classique ou du jazz. C'est déjà ça qu'il faut voir. Qu'est-ce que vous ressentez dans ces 5 minutes que vous accordez juste de calme avec vous-même. Faudrait que je le fasse. À mon avis, je vais ressentir de la peur du vide. Oui, bien sûr qu'il y a, mais il n'y a pas de vide en nous. C'est juste que on n'a pas encore su mettre en lumière notre âme, si je puis dire. Mais il n'y a pas de vide en nous. C'est drôle ce que vous dites, Diane, parce qu'en off avec Brigitte, on a parfois des discussions là-dessus, vous voyez. Et on se dit qu'il y a un certain nombre d'individus qui n'ont aucun problème pour être tout seuls avec eux-mêmes. Et on se disait une fois que même quand on crée, on est un peu des créateurs, nous voyez, quand on écrit un livre par exemple, ou quoi d'autre en art, on a forcément besoin d'être dans cette espèce de lâcher-prise, de solitude, vous voyez. Et ça ne nous effraie jamais, nous. Au contraire, vous voulez que je vous dise, c'est un kiff. Alors, vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est un kiff. Ça peut en être un. Ça vous étonne, hein, ce que je vous dis. Non, j'imagine bien. Je vous assure que c'est vrai. Si vous vous osez ça, si vous vous autorisez à ça, petit à petit, comme dit Brigitte, par des baby steps, des petits pas, des petits progrès. Ben déjà, il faut voir ce que ça provoque chez vous, ce que vous allez ressentir si vous vous accordez 5-10 minutes à ne rien faire du tout. Vous verrez bien ce que vous ressentez. Et ça parlera de vous, bien sûr. Je vais essayer, effectivement. Je vais faire plutôt. Et oui, il faut essayer. Vous verrez bien. Et puis vous pourrez nous en parler. Ah oui, reparlez-nous-en. Hein. Merci beaucoup, Diane. Merci beaucoup. On continue dans un instant avec Céline qui va nous rejoindre. À tout de suite. Et avec nous, nous évoquons la haute qualité relationnelle, la HQR, comme vous dites, ou l'écologie relationnelle. C'est une façon de parler, de toute façon, d'être bien, de s'accorder à soi-même, de s'accorder avec les autres. Et vous pouvez bien sûr nous rejoindre si ça vous intéresse. Vous allez sur le site de Christophe Médici. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, vous êtes célibataire, je crois, hein, donc, oui. Donc tant qu'à faire, il faut être en bon accord avec soi-même. Hein. Tout à fait. Et ça a l'air d'être votre cas, visiblement. Tout à fait. En fait, suite à une séparation, oui. Il y a 3 ans, je me suis rendu compte, mais ça petit à petit, que justement, puisqu'on parle d'écologie du relationnel, en fait, je prenais tout, mais tout pour les autres. C'est-à-dire, je donnais tout pour les autres, quitte à me faire passer, je veux dire, en dernier et ne pas m'en apercevoir. Mm-hmm. Et je veux dire, c'était bienveillant, hein. C'est toujours dans la bienveillance. Et du coup, la séparation m'a permis, de grandir sur certaines choses. Et en l'occurrence, je veux dire de me retrouver moi-même et d'être en relation. Enfin, en relation, c'est pas ça. C'est d'être en harmonie avec moi-même. Voilà, petit à petit, j'ai repris le cours et je fais les choses par choix maintenant. Mais pour moi, en fait, pour mon bien-être, pour mon épanouissement, voilà. Et donc, du coup, de façon inconsciente, j'expliquais que c'est vrai que j'ai mis une petite distance avec mes relations, puisque chasser le naturel, il revient au galop, on dit toujours. Et c'est vrai que j'ai cette tendance un petit peu à ne pas regarder, je vais dire entre guillemets, à la dépense pour les autres et mettre toujours les autres sur le devant. Voilà.
il faut quand même éviter aussi d'aller dans le sens inverse. Peut-être que c'est aussi c'est peut-être aussi votre désir de beaucoup donner, de beaucoup vous consacrer aux autres. Il y a des métiers, par exemple, où on est vraiment dans le don de soi, d'autres métiers où on est plutôt leader et c'est les autres qui vont nous suivre. Enfin, vous voyez, je crois qu'encore une fois, il n'y a pas une recette qui convient à tout le monde. Ce qu'il faut, c'est quand même savoir qui vous êtes. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime donner aux autres et qui a besoin de donner aux autres pour se sentir en harmonie. Tout à fait. Mais je veux dire, il faut savoir donner aux autres, mais garder aussi une part pour soi et ne pas tout donner. Bien sûr. Et puis il faut surtout savoir donner à des personnes qui le méritent, qui à vos yeux sont méritantes. Au début de votre intervention, Céline, vous nous avez dit une chose qui m'a fait penser au fait que, vous savez, on a des petites injonctions dans la tête, c'était étudié. Une des 5, il y en a 5 qu'on appelle des drivers en anglais, des injonctions, un peu du saboteur, et une c'est fait plaisir, vous voyez ? Oui. Et ce que vous disiez au début, c'est que vous avez été longtemps fait plaisir. Vous faisiez beaucoup plaisir en donnant beaucoup à l'autre, en vous oubliant vous-même, hein ? Tout à fait. Et donc ça veut dire ne t'écoute pas, ne fais pas attention, laisse toujours passer le désir de l'autre avant le tien. Et peut-être que ça, il faut le juguler un petit peu, Céline. Alors aujourd'hui, suite donc à cette séparation, je veux dire, c'est vrai que je suis pas dans l'égoïsme au point de me faire passer avant et de mettre de la distance dans mes relations avec les autres, etc. C'est juste que peut-être qu'il me faut plus de temps que les autres. Déjà pour accepter la rupture et tout ça, puisque ça date d'il y a 3 ans. Et là, je veux dire, à cet instant précis, je savoure le fait d'être en bonne relation avec moi-même et je suis contente d'être en bonne relation avec moi-même. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de distance avec les autres, mais pour l'instant, c'est comme ça que je le gère. Mais comme je dis, chasser le naturel, il revient au galop. Et très certainement, je veux dire, je serai jamais différente de ce que j'ai été. Mais là, pour l'instant, je savoure. Vous savourez d'être seule. Mais c'est plutôt bon signe. Ça prouve que vous êtes bien avec vous-même, parce que avoir du plaisir à rester seul, ça veut dire qu'on est bien avec soi-même. Ah ben écoutez Brigitte, moi quand je vais promener en nature, quand je m'émerveille de chaque chose que je vois autour de moi, et donc du coup, je veux dire, ça me satisfait, voilà. Et je trouve le plaisir dans les petites choses que peut-être on a un peu oubliées ou laissées de côté dans notre monde qui galope toujours vite et toujours plus vite. Et du coup, je suis revenue, je veux dire entre guillemets, à l'essentiel. Après, alors, je ne l'avais pas oublié, l'essentiel. Mais... Peut-être que quand vous allez retomber amoureuse un jour, et on vous le souhaite, et là, vous serez différente aussi dans la nouvelle relation, Céline. Je pense, oui. Mais de toute façon, on évolue en fonction de notre travail sur nous-mêmes, en fonction de nos rencontres. On n'a pas les mêmes envies à 20 ans qu'à 50 ans, etc. Donc... Mais ce qui est bien, c'est que vous avez su de faire de cette séparation quelque chose de positif. C'est vous qui êtes parti ou c'est l'autre ? C'est l'autre qui est parti. Oui. Donc attention aussi de ne pas vous complaire dans un célibat qui vous empêcherait de ressouffrir à nouveau. En fait, c'est pas dans ma pensée le fait de me remettre avec quelqu'un et de dire je vais pas me remettre ou je vais pas rencontrer quelqu'un, je mets de la distance. Parce que j'ai pas envie de souffrir ou j'ai pas envie. Non, je veux dire, c'est même pas dans mon état d'esprit. En fait, je laisse les choses faire et je me dis que tout naturellement, dans la vie, enfin moi, c'est comme ça que je vois les choses à l'heure actuelle. Dans la vie, quand on a une certaine emprise sur les choses, peut-être on y arrive au départ, mais je trouve rien de mieux que le naturel. Voilà. C'est pas très clair, Céline. En fait, vous avez envie de retomber amoureuse ou pas encore ? C'est ma question. Pas encore. Voilà, j'avais cru comprendre ça en filigrane. C'est bien ce que on a compris ça. Mais oui, mais attention de
bon, encore une fois, c'est peut-être pas le cas, mais attention, parce que quand on a été quitté, on peut garder en soi une envie de ne pas à nouveau être quitté, et donc de ne pas de bloquer tout engagement. Et donc plus remiser, de plus remiser. C'est ce que vous dit Brigitte, vous voyez. C'est une erreur de penser que toutes les amitiés nous trahiront parce qu'une nous a trahis, et de pas remiser pour une amitié, c'est pareil pour l'amour. On a pu être quitté, le prochain il vous quittera pas. Oui. Le prochain ne vous quittera pas. Je veux dire, vous voyez, c'est ça que dit Brigitte, pas forcément de répétition. Je ne m'empêcherai pas à la rencontre, Christophe, mais c'est vrai que oui, peut-être de façon inconsciente, et ça m'animera certainement dans ma façon d'être. C'est vrai que oui, j'aurais une certaine crainte et une peur, oui. Mais parce qu'une blessure, et je sais de quoi je parle comme beaucoup de gens qui nous écoutent, parce qu'une rupture amoureuse, ça fait toujours mal. Une rupture amoureuse, c'est toujours une grosse blessure de l'estime de soi, et c'est donc surtout quand on a beaucoup donné. Exactement, ça fait toujours très mal. Et il y a un travail à faire, mais après, qu'est-ce que vous voulez ? La vie, c'est risqué. La vie, c'est prendre des risques. Une relation, c'est toujours un pari. Alors, il y a des paris gagnants, il y a des paris perdants. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup un passage du dernier livre de Bec BD, sur lequel on crache un peu trop, parce qu'il y a des passages très beaux. On en parlait avec Brigitte en off. Et il dit, j'aurai toujours beaucoup d'estime pour les gens qui ont le courage d'entrer en relation. Vous voyez ce que je veux dire, Céline ? Oui. C'est bien. Faut ce courage-là. En relation, Christophe, autour de moi, dans mon métier, parce que je travaille dans le domaine de la santé, donc j'ai des collègues qui font la même chose que moi, dans le transport en l'occurrence, donc je rencontre énormément de gens toute la journée, je côtoie énormément de gens toute la journée. Je n'ai pas de problème, je veux dire à proprement dit, de relationnel avec les autres, puisque je suis bien avec moi-même, donc j'ai pas... j'ai pas ce problème-là, et je laisse pas entendre aux autres non plus que j'aurais un problème de relationnel avec eux. Mais c'est vrai que quand certaines fois les choses se précisent un petit peu plus, du genre, si tu veux, on se voit un petit peu, on se boit un café, on discute. C'est vrai qu'encore à l'heure actuelle, oui, c'est bien quand j'aurai le temps. C'est bien ce qui m'avait semblé, Céline. Merci en tout cas d'avoir échangé avec nous. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil, pour le jouet intime du jour. Et puis bien sûr avec vous, si vous avez envie de parler d'écologie relationnelle, 0826 300 300. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, voilà un Love Conseil qui va intéresser tout le monde. Mieux faire l'amour en 5 leçons. Voilà, 5 leçons. Je prends un papier, un crayon. Alors d'abord, il faut retenir que la pénétration n'est pas obligatoire pour une relation sexuelle. On peut faire l'amour sans se pénétrer. Alors c'est intéressant je dis pas qu'il faut faire l'amour sans se pénétrer, je dis que ce n'est pas une obligation. Et c'est important parce que ça permet de faire fonctionner un peu plus son imagination, de servir un peu plus de ses mains, de sa bouche et que sais-je encore. Et surtout, ça enlève la pression de l'érection ou de la pénétration où il faut lubrifier, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut bien se dire. On se retrouve pour faire l'amour. On n'est pas obligé d'aller à la pénétration obligatoirement. Bref. Ensuite, c'est bien aussi de faire l'amour ailleurs ou à un autre moment que d'habitude. On a tendance à avoir toujours le même lieu, le même endroit, le soir après le repas. Et ça, c'est vrai que ça devient quelque chose d'un peu machinal. Un peu de créativité. Changer un petit peu. Voilà, de la créativité, de l'originalité. Exactement. Troisième conseil qui peut être intéressant, tester le coït pratiquement immobile. Restez immobile un tout petit peu, pas 3 heures évidemment, et puis reprenez un rythme endiablé, restez immobile, changez votre rythme. Parce que le coït, c'est aller ensemble, certes, mais ça ne veut pas dire aller toujours à la même vitesse, au même rythme. C'est intéressant de changer la vitesse du coït. Ensuite, c'est pareil, varier la profondeur de la pénétration. C'est pas non plus toujours obligé d'aller tout au fond. On peut rester un peu au bord. Et c'est aussi quelque chose qui va faire que faire l'amour va devenir quelque chose d'autre. Et puis, dernier conseil, inverser les rôles. Si
c'est plutôt elle qui est passive, eh bien, choisissez la position de l'Amazone. Changez un petit peu les rôles. Ne restez pas toujours dans celui qui dirige l'acte ou celle qui dirige l'acte. Voilà. Si vous suivez ces 5 conseils, déjà, vous allez voir, votre sexualité va largement s'améliorer. Eh ben oui, voilà, c'est un peu comme au ski, on n'est pas tout le temps première étoile, on passe 2e, 3e étoile jusqu'à devenir chamois d'or en sexe. Pourquoi pas. Et avec Brigitte Lahaie, on deviendra un jour chamois d'or en sexe. Alors Catherine, vous avez reçu ce très joli vibromasseur Rabbit de la marque Savcom qu'on trouve sur rudesplaisirs.com. Alors c'est une marque de jouets qui est assez classe, hein, il faut bien le dire. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve assez classe. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Eh ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Je le trouve, j'ai été agréablement surprise en fait, parce que je le trouve effectivement très élégant de par la matière et de par la couleur. Oui, la couleur, c'est rare, oui. C'est un bleu pas tout à fait marine, bleu roi, un bleu foncé, bleu roi. Oh là, par contre, la première vibration, elle a l'air Brigitte fait un test, mais enfin juste dans les mains. Hein. Et donc, je voulais quand même remercier Sud Radio parce que moi, c'est mon premier jouet. Je n'en avais pas. Voilà. Ah bah écoutez, donc, on vous a gâté. Ah bah c'est clair. Enfin, remercie aussi rudesplaisirs.com, hein, parce que Rue des Plaisirs, pas que absolument. Oui. Ben, c'est un cadeau voilà. À 7 900 €. Non, je plaisante. Il est nettement moins cher. Enfin... En fait, il est en rubis. En rubis, serti de diamants. De 48 carats. C'est sûr que ça vaut bien le sexe d'une femme, n'est-ce pas? Ça n'a pas de prix. Hein. Oui, moi, il me fait très plaisir. Et donc, en fait, non, mais il est quand même assez génial. Élégant. Et puis alors, il a ce petit bouton vibrant là qui doit se situer à peu près là où on situerait le point G. Franchement, en plus ce qui touche le clitoris est assez bien disposé par rapport à la forme phallique. Non, franchement, oui, tout à fait. Ça a été bien étudié. Hein. Absolument. C'est étudié pour. C'est un vieux sketch là. C'est étudié pour. une forme légèrement inclinée. Voilà. Et voilà. Après, moi, je me suis demandé s'il y avait des fonctionnalités que j'avais pas, mais il est hyper simple aussi d'utilisation. Et sur la notice, il y a pas grand-chose en fait. Enfin, voilà, c'est vraiment les vitesses, la variation, et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Oui, il y a même la petite poche pour le ranger, je crois. Absolument, pour l'emmener en voyage. N'est-ce pas? Voilà, jolie petite pour poche. partir prendre l'avion avec. Il est très très bien, franchement formidable. Parfait. Le problème, c'est que si vous le mettez en bagage à main, vous allez faire sensation. Ouais, je sais pas. Vaut mieux peut-être éviter, effectivement. Non, mais franchement, ils sont de mieux en mieux, les jouets, ils sont de plus en plus perfectionnés. Mais celui-là, il est magnifique, hein, vraiment. C'est ce que je suis d'accord, parce que moi, j'étais restée effectivement sur des choses très plastiques, très... ça, c'était il y a 10 ans. Bon. Ça s'améliore de jour en jour. Non, mais franchement, il est très classe, il est très beau. Tout à fait. Et très efficace. Donc, oui, je pense. Enfin, il est étudié. La forme ergonomique me paraît tout à fait bien. Oui. Adapté, très adapté. Bon, et quelle note vous lui donnez, Catherine? On peut aller au 9. Hein. Oh, je crois. Hein. Bravo, au 9. Je vous veux dans mon équipe. Vous retournez alors, comme Azos. Vous pourrez le renvoyer à Sud Radio. S'il vous plaît. Non, je plaisante, bien entendu. Non. Vous pouvez le garder, Catherine, pas de souci. C'est très gentil. Alors, merci. Vous penserez à nous en l'utilisant. Non, je plaisante. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous, en tout cas, de l'avoir testé, ce vibromasseur Rabbit Eyeline Blue de la marque Savcom. Vous pouvez vous le procurer sur l'enseigne rudesplaisirs.com. Voilà, 79,90 €. Il est relativement un peu cher, mais franchement, vu la qualité, je trouve que ça en vaut la peine. Demain, on sera avec Alain Héril et on va parler de la sexualité féminine, de la construction du désir chez les femmes. Parce que c'est vrai qu'elles mettent du temps à savoir ce qu'elles désirent, les femmes. Eh bien, on essaiera de vous aider à mieux vous accorder avec votre désir, mesdames, demain avec Alain Héril. On continue avec Pamela. Bonjour Pamela. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Pamela. Alors, on va revenir sur la communication, je crois, avec vous. Hein. C'est ça.
En fait, moi, je rencontre une difficulté avec mon compagnon. Quand je lui dis des choses positives, tout va bien, c'est génial. Mais en fait, j'ai du mal à lui parler de choses négatives, enfin de choses à améliorer dans notre relation. Et je pense que j'ai ma part de responsabilité, mais moi, ce que j'ai du mal, c'est que, en fait, il prend mal les choses, il prend ça comme un reproche. Et après, il se justifie en disant « mais moi, je fais tout pour toi, je fais plein d'efforts ». Et comme si, en fait, je remets tout en cause, alors que c'est juste pour améliorer notre relation, pour que les choses soient positives. Vous pourriez donner un exemple concret, qu'on puisse mieux saisir exactement ce qui se passe quand vous lui dites quelque chose? Un exemple, quand je lui parle, lui, il adore la sodomie. Moi, j'aime bien, mais à petite dose. Et il faut que je sente que je suis totalement prête à l'accueillir pour pouvoir lui dire que c'est OK. Lui, il veut que ce soit quand il veut, où il veut et comme il veut. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, j'aimerais bien que tu me laisses te dire quand je me sens prête pour qu'on puisse le faire et que ça se passe bien. Parce que parfois, j'ai eu des douleurs et quand on a mal, c'est pas agréable et on n'a pas envie de recommencer. Alors que quand ça se passe bien, c'est génial, j'adore ça et j'arrive à jouir de cette manière. Mais lui, en fait, si je lui dis, il me dit que je peux lui dire non, mais quand je lui dis non, j'ai l'impression qu'il est frustré. C'est-à-dire, il se met un petit peu en colère, il boude Non, il se met pas en colère, mais je vois que sur son visage, c'est pas... Et quand je lui dis... Mais il le fait quand même parfois, Pamela? Ça lui est arrivé de le faire quand même si vous dites non? Une fois, il a fait une chose qui m'a vraiment énervée, c'est qu'on était dans la cuisine et il était derrière moi, il m'a mis un doigt dans les fesses et je l'ai hyper mal pris. J'ai pris ça comme si j'étais un objet et quand je lui en ai parlé, il m'a dit mais jamais je peux te prendre pour un objet, t'es pas un objet, t'es ma femme, je veux que ton bonheur. Je lui ai dit, mais moi, je l'ai... En fait, il n'arrive pas à comprendre. Oui, il n'arrive pas à comprendre que c'est ce que vous ressentez. Alors, il faudrait peut-être un jour lui expliquer que ce que vous ressentez, c'est ce que vous ressentez, c'est pas la vérité. Et sa vérité, c'est pas forcément non plus la vérité. Vous voyez, parce que là, on est à la fois dans... vos exemples sont très clairs, c'est-à-dire que vous fonctionnez de cette manière-là, c'est votre ressenti, vous avez besoin de préparation pour accepter la sodomie que vous aimez en plus, donc il n'y a pas de problème, c'est pas que vous le refusez, mais c'est votre voilà. Et puis lui, il a autre chose. Il a envie que ce soit plus spontané, que ce soit plus. Mais il n'a pas le choix. Il est obligé d'accepter votre vérité. Pamela, 90% des problèmes de couple sont des problèmes de communication. On est d'accord? Et l'idée, elle est bien de faire des pas vers le monde de l'autre, les désirs de l'autre et la façon d'exprimer son désir de l'un et de l'autre. Et donc, il a, votre conjoint, à comprendre que vous êtes différentes et que le respect important, là on est encore une fois au cœur du sujet de l'émission de cet après-midi, c'est-à-dire l'écologie relationnelle dans le couple, vous voyez, être prévenant, avoir la main verte avec les noms, les limites de l'autre, voilà. Mais ce qui est compliqué, c'est que vous êtes avec un homme un peu... comme sont beaucoup d'hommes, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'être à l'écoute du ressenti de l'autre. Et tout de suite, il se sent critiqué parce qu'il n'aurait pas bien fait et il a besoin de se justifier. Et c'est pour ça qu'il faut lui rappeler que votre ressenti, ce n'est pas la vérité. Et que sa vérité, c'est sa vérité et qu'il faut qu'il entende la vôtre. Et après, il y a la vérité de votre couple. Et la vérité de votre couple, c'est que vous aimez pratiquer la sodomie de telle manière. Vous voyez ? Votre vérité, c'est de bien se préparer. Sa vérité, c'est de pouvoir mettre un doigt dans le cul à n'importe quel moment. Et oui, mais franchement, je l'ai hyper mal vécu. Ben oui, mais alors je vais vous dire une chose, ça c'est un truc incroyable. Le nombre d'hommes, quand on est à la cuisine, qui ont besoin de nous tripoter. Mais quand on est à la cuisine, notre idée c'est quoi? C'est de faire la cuisine. Oui.
C'est pas le lieu, l'heure, il y a autre chose à faire. Mais voyez bien comment... C'est un fantasme peut-être, Brigitte, de prendre sa femme pendant qu'elle fait à manger. Je ne sais pas, mais prendre sa femme quand elle a une petite tablier, ça peut être un gros fantasme. C'est quand même... Alors, est-ce que c'est parce qu'on a les mains occupées, alors ils en profitent, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'entends... C'est pas le petit garçon qui voit maman mais peut-être, j'en sais rien. J'en sais rien, Christophe, mais c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué, le nombre de femmes qui peuvent se plaindre de gestes déplacés. Moi qui suis un garçon, là je vais être très authentique, c'est vrai que ça nous fait fantasmer de voir notre femme à la cuisine. Ça éveille du désir. Là, j'en parle maintenant. Je vous assure que c'est vrai. Alors, beaucoup d'hommes qui nous écoutent, même dans la voiture, ça le dire. Attention, messieurs. Mais c'est vrai que ça nous excite. Ça nous excite. Maintenant que j'y pense. Merci Christophe. Non, je suis authentique là. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent. Merci, ça va aider beaucoup de femmes. Ça nous excite de voir notre femme dans la cuisine. Non mais c'est vrai, en plus on est en train de... Les mains dans la farine, c'est la chanson de Nougaro. Non mais je crois que c'est important que vous le rassuriez, que vous savez, parce que visiblement il vous aime, il vous l'a dit et il vous respecte, mais il faut qu'ils comprennent que quand vous dites quelque chose, c'est ce que vous ressentez et que malheureusement c'est votre vérité et vous n'y pouvez rien et il n'y peut rien. Oui. Et il faut l'accepter. Et j'ai l'impression qu'en fait, que lui et moi, on a un mode de communication très différent. Moi, quand j'ai quelque chose à lui dire, je vais lui mettre les formes, je vais être attentive à ses réactions, comme ça, si je peux jongler par rapport à sa réaction. Et peut-être que en étant comme ça, il comprend pas. Vous savez, Pamela, j'ai un ami qui avait le même problème que vous avec sa femme et sa femme avec son ami. Elle lui a proposé d'aller faire un petit stage de communication non violente, CNV, vous savez. Ça a duré 3 jours et ils se comprennent mieux. J'ai pas dit thérapie de couple, hein. Peut-être que c'est pas la thérapie, c'est trop profond pour vous. Peut-être, je sais pas. Je connais pas votre conjoint. Mais un petit stage de communication non violente. Brigitte, ce qu'elle vous propose, c'est d'apprendre à ça aussi, d'écouter la façon dont l'autre énonce son désir, pas sa vérité, ou son besoin, pas sa vérité. Voilà, c'est un petit coaching que je vous donne. D'accord. Lui proposer ça, Pamela, gentiment. D'accord. Oui. Et je pense qu'il peut être d'accord, puisqu'il dit que vous êtes sa femme. Je sens qu'il vous aime, votre conjoint. Il vous aime. Il m'aime sincèrement. Et ben voilà, donc par effort pour vous l'amenez en stage de 3 jours de communication non violente. Et puis vous avez une bonne sexualité, tout ça. Donc il n'y a pas de problème, mais c'est juste qu'il faut apprendre. On parle pas la même langue et de temps en temps, il faut que l'autre accepte d'écouter un peu plus et de se mettre un peu au diapason. Hein, c'est obligatoire. Alors vous le faites, mais il faut qu'il... Et lui, il est plus directif. Et en fait, directif, mais sans gêne. Sachant que moi, je lui ai déjà expliqué maintes fois que moi, j'ai besoin, en fait, qu'il y mette les formes. Mais bien sûr. Tout le temps, quand tu as quelque chose à me dire de négatif, mets de la guimauve, plein de guimauve dessus. Et ça passera très bien et je serai dans l'écoute, dans la compréhension. Et j'ai l'impression qu'il attend aussi de moi que je sois directive. Mais en même temps, il ne va pas l'accepter non plus. Mais non, mais vous n'avez pas le même langage et c'est à chacun de s'adapter à l'autre. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui change tout pour correspondre à l'autre. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Merci Pamela. Merci pour vos conseils. Je vous en prie. On retrouve Malika dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Christophe Médicis, créateur de la haute qualité relationnelle. Et si vous avez envie de faire des stages avec Christophe, vous pouvez bien sûr aller sur son site christophemédicis.com. Malika est avec nous. Et Malika, vous êtes en train de vous recentrer sur vous. Hein. C'est bien ça, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Malika. La reine. Oui, comme Brigitte aime bien ce que veut dire les prénoms, on peut dire qu'en prénom maghrébin, ça veut dire la reine, n'est-ce pas Malika? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir. Quand j'ai entendu la moitié du programme, parce que j'ai pas peu écouté avant, j'ai entendu écologie relationnelle, je me suis dit, ça c'est pour moi. Ah, comme quoi, ça parle à beaucoup de gens, ça nous fait plaisir. Ouais, ça me parle énormément. Je dirais que c'est, je sais pas, c'est le, comment dire, le thème, c'est le combat de ma vie. C'est le relationnel. Je pense que je suis venue sur Terre pour résoudre quelque chose à ce propos-là.
parce que c'est pas évident. J'ai déjà la cinquantaine et ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi parce que je me comprenais pas, je comprenais pas les autres surtout. Et du coup, voilà, j'ai fait pas mal de développement personnel. Pour essayer de comprendre ça, et ça commence à porter ses fruits. Après, la seule chose qui me reste encore à résoudre, c'est le fait de, par exemple, avoir fait un tri dans mes relations. Ça n'a jamais été trop compliqué pour moi. Si jamais je perds confiance en quelqu'un, je peux couper le pont sans aucun souci et ne plus voir, la personne n'a plus de nouvelles de moi. Voilà, c'est pas un souci. Mais là, actuellement, je le fais avec plus de cohérence, avec plus d'observation, pas juste sur un coup de tête, vous voyez. Et ce qui se passe, ce qui me dérange encore, c'est que j'ai l'impression que, par exemple, quand je m'éloigne de quelqu'un que je trouve toxique pour moi, qui est dans mes relations, donc c'est-à-dire une copine, par exemple, une copine à moi, mais qui est copine avec d'autres copines aussi, et que ces copines-là ne s'éloignent pas. Déjà, j'ai du mal à comprendre, mais j'ai l'impression que je passe un peu par la difficile, celle qui ramène toujours un problème. Vous voyez, y compris, par exemple, pour ma famille, mon mari, qui, bon, souvent, il prend il est de mon côté, mais je vois que, comme lui, tout est bon, il peut dormir tête à l'envers, il n'y a pas de souci pour lui, tout le monde est beau. Voilà, j'ai l'impression que pour eux, je passe un peu pour la méchante de l'histoire. Vous avez peut-être une capacité en effet, à couper et à faire le deuil facilement parce que vous respectez beaucoup. C'est pas quelque chose de très courant, de très fréquent, et donc forcément ça dérange un peu les autres parce qu'ils ont l'impression que vous n'êtes pas capable de un peu vous sacrifier ou un peu de faire des efforts, ou etc. C'est ça, oui. Comme si je n'étais pas capable de faire des efforts. Ouais. Mais si ça vous semble juste pour vous, c'est votre fonctionnement. Mais comme c'est un fonctionnement un petit peu rare et voire même un petit peu extrême quand même, ça peut déranger les autres, oui. Mais si c'est le vôtre et que ça vous va bien, il faut rien changer, hein. Mais forcément, vous allez un peu déranger. Vous savez, c'est comme si on est trans, on dérange plus que si on est hétéro, hein. Oui. En fait, en plus, vous avez parlé que vous faites bien attention à virer, entre guillemets, les relations toxiques de votre vie. C'est de l'écologie relationnelle, ça, Malika. Vous voyez, faire un check-up relationnel. Je dirais que c'est très important. Après, moi, il y a un dicton populaire que je crois pas vrai. Voilà, c'est comme ça, je vais le dire. Je l'avais déjà dit, mais on dit les amis de mes amis sont mes amis. Ben, pas forcément. Non. Isabelle, Sandra et Valérie sont amies. Imaginez qu'Isabelle et Sandra sont très amies et Isabelle est aussi amie avec Valérie. Un jour, elle est présente, elles n'ont rien à se dire. Parce qu'on est toujours amis par endroits, par certains endroits de notre personnalité, notre caractère. Donc ce que nous apporte l'un, l'autre nous apporte autre chose. Mais ils ont peut-être rien à se dire. Eux deux. Oui, et on n'a pas de culpabilité à avoir si vous les présentez qui n'ont rien à se dire. C'est comme ça, Malika. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, non, mais ça me réconforte, oui, absolument. D'autant plus que, bon, je pense qu'avec l'âge, on se dit que c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai été assez communicatif, j'aimais bien avoir le numéro de tout le monde, le numéro de téléphone, avoir une agenda remplie de noms et tout. Mais petit à petit, on se rend compte que il vaut mieux peu avec qualité, surtout que je considère que mon amitié, celle que je donne, elle est de qualité, elle est fiable. Oui, mais j'ai pas envie d'avoir. Je vous entends, Malika. Vous êtes très cohérente dans ce que vous nous dites, donc je pense que vous avez raison. Vous êtes dans le juste, Malika. On le sent, Brigitte et moi. Ça me rappelle quelque chose qui s'est passé au César l'autre jour. Vous savez, là, le truc incroyable qui s'est passé au César l'autre jour, c'est toujours aussi nul maintenant les Césars, mais l'immense star est venu, c'est Brad Pitt. Vous savez, alors c'était pour faire un hommage à David Fincher. Et il a raconté cette anecdote, tout le monde connaît. Il dit oui, Confucius dit que le plus important, c'est pas forcément d'arriver au sommet, c'est le chemin. Et Brad Pitt a dit ça, et on a tous été touchés. Il a dit finalement, je me rends compte que c'est ni le sommet, ni le chemin, c'est la compagnie.
C'est beau, hein. Oui, avec c'est qui beau, ouais. on fait le chemin? Avec quelle relation on le fait? On est au cœur de l'écologie relationnelle. Avec qui on décide et on arrête de le faire, le chemin. J'ai été touché quand il a dit ça. Je dis Brad Pitt et HQR. Brad Pitt et HQR. Oui, en effet, c'est très beau. Ouais. C'est très beau, hein. C'est très beau. Est-ce que vous pensiez que le fait d'avoir cette facilité et ce besoin même de faire le tri, ça a à voir avec le fait que je me sens aussi très bien et de mieux en mieux seule. Et même, j'ai besoin d'être seule pour me ressourcer. Moi, j'ai aucun souci à aller boire un café seule. En fait, la plupart des choses, je préfère faire seule. Donc, après, en amitié, je suis communicative, je suis rigolote, je suis drôle, je suis de bonne conversation. Oui, mais tout ça, j'entends bien. C'est bien pour ça que je m'inquiète pas. Je pense que vous êtes dans le vrai. Oui. Mais forcément, oui, si vous êtes bien seul, vous n'avez pas besoin de vous entourer. Donc, si vous vous entourez, il faut que ce soit des personnes de qualité. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est ma ligne de pensée, oui, en effet. Oui, mais elle est tout à fait cohérente. Mais vous êtes au clair. Ce qui n'est pas forcément ce que tout le monde doit faire, mais pour vous, c'est évident. Vous êtes quelqu'un qui aime bien, qui est bien avec soi-même, qui a même besoin d'être avec soi-même. Et puis donc, si on est avec quelqu'un, vous savez, c'est un petit peu la différence entre l'alcoolique et celui qui aime le bon vin. L'alcoolique, il s'en fout, il a besoin de boire. Donc n'importe quel vin, ça lui va bien. L'épicurien, il va boire peu, mais il va boire que du vin de très bonne qualité. Voilà. Ça me parle, ça me fait vraiment du bien de vous entendre. Elle est très belle votre métaphore, Brigitte. Mais oui, mais c'est... on peut tous prendre de la piquette, Nicolas. Voilà, donc vous ne buvez que des bonnes paroles, Malika. Ouais. Et surtout en écoutant l'émission de Brigitte Lahaie. Oui, tout à fait, avec plaisir. Sinon, pour en finir, est-ce que pour ces personnes-là, y compris par exemple mon mari, est-ce que vous me conseillez quelque chose à dire vous voyez, parce que c'est vrai que parfois je me sens devant servez-vous de l'humour. Quand il vous dit, mais etc., dites-lui, mais regarde, je te garde, c'est que je ne suis pas une mauvaise personne puisque je te garde. Vous voyez, enfin, dites-le avec humour. Enfin, dites-lui, servez-vous de l'humour. Essayez d'en rire. Ne t'inquiète pas, toi je te garde. Ne t'inquiète pas. Hein, parce qu'il y a peut-être une peur derrière ça, une peur qui passe aussi par la porte, on ne sait jamais. Et l'humour va dédramatiser tout ça. Merci beaucoup Malika. Merci Malika, au revoir. Merci beaucoup Christophe Médici de cette belle émission sur l'écologie relationnelle. Je vous embrasse, je vous laisse en compagnie de C'est votre avenir et on se retrouve demain avec Alain Héril.